Alors, première table ronde de cette matinée, après l'ouverture avec Jean-Dominique Senard, chaud devant. Voilà, la slide va vous en dire plus sur nos invités, sur nos intervenants. On va questionner les différents aspects du changement du climat. Vous avez vu le clip d'ouverture avec ces extraits qui en disent long, décrypter les conséquences prévisibles à travers divers scénarios et puis surtout explorer les solutions possibles. Donc, vous le voyez, évidemment, c'est un débat brûlant d'actualité. Alors, nos invités experts, il est directeur de recherche au CNRS, il est aussi à la tête de cet institut qui fédère 100 laboratoires, 4000 chercheurs et techniciens ingénieurs. Ces champs d'action sont comme lui passionnants car ils nous emmènent de l'astrophysique jusqu'au centre de la Terre pour éclairer des trajectoires qui nous permettront ensuite, on l'espère, de faire le bon choix. Nicolas Arnaud est avec nous, merci de l'accueillir et il va nous rejoindre sur cette scène. L'envie de découvrir, de comprendre l'a toujours animé, au gré de son parcours éclectique, hein, tour à tour journaliste, Matin de Paris à la Croix, autrice, dirigeante. Elle n'a eu de cesse que d'aller à la rencontre de l'autre, et ça se confirme puisqu'elle est avec nous. Isabelle Juppé, merci d'être là et de l'applaudir. Je vous invite à vous asseoir à côté de Nicolas Arnaud. Et Isabelle, merci à vous d'être ici pour partager avec nous votre vision et vos convictions. Il est au cœur des sujets du développement durable et des enjeux d'évolution du climat, avec l'ADEME, dont il fait partie. L'ADEME référence pour décrypter, puis se projeter aussi et prendre le pouls, la température de la planète, comme on dit. Et dans cette agence, il est celui qui ouvre la voie, en y allant justement par 4 chemins, hein, c'est ça, la neutralité carbone en 2050, la voilà la bascule, avec Jean-Louis Berger. Jean-Louis, merci de monter sur cette scène et de nous rejoindre. Voilà, on va... Installez-vous, asseyez-vous. Je vous l'ai dit, on travaille, mais en convivialité. Voilà, juste à côté d'Isabelle, et je vais me mettre ici, à court, comme on dit dans notre jargon, du côté de la technique et de la mise en scène, puisqu'on est à Avignon. Chaud devant, c'est cette thématique. Je me tourne peut-être vers vous, justement, Nicolas Arnaud, pour débuter. Bascule, oui. Alors tout à l'heure, Jean-Dominique Senard disait « Soyons optimistes mais lucides ». C'est un peu ça l'idée, hein ? Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous. C'est un grand bain pour moi. Je voudrais aussi remercier les organisateurs d'avoir finalement pensé à un certain nombre de représentants du monde de la recherche. Moi, je suis absolument convaincu que la recherche publique, et en particulier le CNRS, que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter aujourd'hui, la recherche publique a une mission. Elle a vraiment la mission d'éclairer l'ensemble des forces vives dans la nation pour les choix qui sont devant nous. Et donc, je pense que c'est notre mission. Je pense que trop souvent, on ne se tourne pas vers nous, sans doute, peut-être par crainte, peut-être par méconnaissance, peut-être par timidité aussi. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Oui, je ferai mien effectivement les mots inspirants de notre conférencier précédent. Je pense qu'il faut être conscient que la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Et donc, je crois qu'il faut être lucide sur le fait que, effectivement, nous sommes sur une dérive du climat. C'est avéré. J'engage chacun éventuellement à lire le rapport du GIEC. Alors, pas le gros rapport du GIEC, encore qu'il est passionnant, mais je comprends que 2000 pages, ça puisse être un peu difficile. Mais par contre, il y a un résumé pour décideurs, ce qu'on appelle le résumé pour décideurs. Les décideurs, c'est chacun d'entre nous, en fait, hein. Chacun aussi, dans sa responsabilité individuelle, est un décideur. Et ce résumé pour décideurs, il est remarquablement fait. Et je voudrais insister sur 2 choses qui me semblent importantes. Le résumé pour décideurs, il montre qu'on est effectivement sur une mauvaise trajectoire. On est sur une augmentation très significative de la température moyenne du globe. On en voit les effets. Je pense que ça devient sensible à tous les sens de ce terme par chacun d'entre nous. Il est maintenant absolument démontré que les sociétés humaines en sont la cause et que le réchauffement n'a pas été aussi rapide et brutal depuis très longtemps dans l'histoire géologique de la Terre. Et c'est là qu'est l'optimisme, paradoxalement. Parce que nous en sommes la cause, nous pouvons aussi en être la solution. Et il existe des solutions. Je pense que les solutions ne sont pas dans la caricature, elles ne sont pas dans la radicalité, elles sont dans un certain nombre
de points qu'on va certainement aborder ensemble les uns avec oui, les autres. On n'est pas dans la punition. On est quand même conscient que on le est dans la système prise de conscience, voilà, quand même. que le système s'emballe, Voilà. Nicolas Arnaud. Hein. Voilà. Alors, j'aurais pu venir vous dire en vous disant que les 3 derniers jours que nous avons connus sont les plus chauds que la planète Terre ait connus depuis qu'on fait des enregistrements. J'aurais pu vous dire que la température actuelle de la mer Méditerranée ou de l'Atlantique s'emballe, avec des courbes qui sont absolument étonnantes, que je pourrais avoir là. Je pourrais vous dire que lorsqu'on regarde absolument toutes les variables climatiques, en fait, nous sommes sur un emballement du système qui est à peu près le pire de ce que les climatologues avaient prévu. Je pourrais vous dire tout ça, mais vous le savez, en fait. Nous le savons tous. Mais je préfère insister sur le fait que nous sommes la cause et donc nous sommes aussi quelque part la solution. Donc il y a une opportunité, des opportunités autour de tout ça. Voilà, et on va en parler certainement. Voilà, exactement. Mais l'idée, hein, c'est que vous éclairiez aussi pour qu'ensuite, nous, citoyens, la société choisisse. C'est ça. Absolument. Je voudrais ajouter une dernière chose pour surtout pas monopoliser la parole. Je crois que l'approche de cette question du changement climatique, il faut aussi la concevoir comme le fait que c'est sans doute un des plus grands challenges qui étaient face à nos sociétés humaines, hein, depuis qu'elles existent. On n'en voit pas beaucoup d'autres. Et qu'il faut une approche systémique de cette question-là. La question du changement climatique, c'est une question de santé publique. C'est aussi une question de justice sociale. C'est aussi une question, et ça reboucle avec notre présentateur précédent, ça reboucle avec la question de l'équilibre du monde aussi. Et donc on a besoin de l'ensemble de tous ces éclairages. On ne s'en sortira pas que par des solutions technologiques ou que par de magiques prises en conscience individuelle. Nous en sortirons collectivement par une approche holistique de cette question-là. Voilà, un ensemble de solutions qui concourront à la résolution, on l'espère, le plus vite possible de ces problématiques. Merci à vous, Nicolas Arnaud, d'être avec nous. Merci Isabelle Juppé, merci Isabelle d'être en notre compagnie aujourd'hui. On le voit, il y a une accélération, une évidence de la prise de conscience. Et vous aussi, vous l'avez vécu à la fois professionnellement et personnellement. Merci beaucoup. D'abord, je suis moi aussi extrêmement heureuse et touchée que vous m'ayez invitée à partager non pas mon expertise, parce que je ne me considère pas comme une experte, mais plutôt mon expérience, et que chacun d'entre vous peut faire dans ses différentes dimensions de sa vie professionnelle et personnelle. Je pense effectivement, pour reprendre votre titre sur le ton des bascules, que moi je vais peut-être un peu enlever dans un premier temps le point d'interrogation et dire effectivement que, en tout cas, pour parler uniquement du domaine de l'entreprise, qu'il y a eu une sorte de montée en puissance de différentes tensions et qu'aujourd'hui les planètes se sont vraiment alignées pour qu'il y ait cette bascule avec progressivement la montée évidemment de la prise de conscience, et je ne vais pas redire ce que mon voisin a excellemment dit sur l'urgence et la réalité du sujet, mais aussi les salariés. Là, Jean-Dominique Sénard a parfaitement bien parlé de la motivation, du besoin de sens et de l'engagement des salariés, qui est aujourd'hui un des leviers de changement de l'entreprise, pas uniquement sur ces domaines, mais y compris sur ces domaines d'écologie et de... Facteur d'attractivité, de rétention. Facteur d'attractivité, donc comment attirer des talents, mais comment les garder surtout, et comment bouger. Et ça, je pense que c'est un des piliers, un des leviers essentiels. Donc c'est monter en même temps que la température, si je puis dire, la montée évidemment des réglementations. Et là, on a aussi beaucoup parlé de l'Europe, et Jean-Dominique Sénard en a parlé à la fois en disant là aussi que l'Europe avait peut-être un petit peu de retard, mais en tout cas sur ce domaine, sur le domaine de la réglementation et des obligations, et donc d'être aussi un levier de changement avec notamment le Green Deal et les dizaines de textes qui s'en sont suivis. Donc il y a aujourd'hui pour les entreprises des obligations et qui vont à partir de 2024 devenir extrêmement précises. Donc c'est aussi, il ne faut pas se leurrer, hein, s'il n'y a pas de temps en temps des petits coups de pouce ou des petits coups, plus que des coups de pouce pour faire bouger les entreprises, elles ne le font pas. Et donc ça, c'est vrai que ça compte aussi. Il y a aussi la finance, bien évidemment. Et les financeurs qui doivent eux-mêmes afficher le côté engagements extra-financier, voilà. On y reviendra. Donc en fait, je pense que c'est l'alignement finalement de toutes ces tendances qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne pas non seulement traiter le sujet, mais s'engager, parce qu'il y a en plus une certaine forme d'urgence. Oui, ce qui peut poser d'autres problèmes sur la radicalité, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société, et à commencer par les entreprises, mais évidemment les villes,
je pense à plusieurs villes en particulier, bouge aussi beaucoup parce que l'ensemble des citoyens doivent le faire. Ouais, on le voit, hein, on ne peut pas reculer. Il y a eu aussi, vous, des déclics de par votre vie personnelle. Quand vous étiez avec votre époux à Montréal, vous m'avez confié qu'il y avait quelque chose qui vous avait oui, mais interpellé. En fait, c'est vrai, c'était l'année 2005-2006 et il y avait eu d'abord une conférence. Alors on parle des COP et il y en a eu des célèbres et notamment la dernière COP 21, bien sûr, avec l'accord de Paris. Mais il y avait eu une COP, je crois que ça devait être la 11 peut-être, en décembre à Montréal, et qui était la première, après aussi la mise en place du protocole de Kyoto. Donc il y avait eu beaucoup d'informations, de médias à cette occasion. Donc moi, ça avait été une première alerte. Et puis on était allé, parmi les différents voyages qu'on avait pu faire à ce moment-là au Québec, on était allé au Nunavut. Et je me souviens d'avoir découvert ce qu'on appelait soit le permafrost, soit le pergélisol, comme disent les Québécois. Et c'est amusant que vous me disiez ça, parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'avais un ami québécois au téléphone qui me disait que la température au Nunavut ces jours derniers avait atteint des sommets totalement inimaginables. Et donc c'est vrai que c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à être sensibilisée au sujet. Et on va voir après comment, en entreprise, vous avez mis en œuvre des actions justement pour accompagner dans le bon sens cette bascule et trouver des solutions. Merci à vous en tout cas d'être avec nous. Merci Jean-Louis Verger. Jean-Louis, la bascule, quoi qu'on fasse, elle a lieu là. Hein. Oui, bonjour. Merci également de l'invitation. Je suis comme Isabelle Juppé, j'aurais enlevé le point d'interrogation parce que, voilà, puis on l'a vu avec Jean-Dominique Sénard, la bascule, elle est là à plein de niveaux. Jean-Dominique l'a indiqué au niveau environnemental, social, économique. Voilà, on a des changements à faire, on a un monde à changer, et notamment pour éviter un certain nombre de catastrophes dont on a parlé autour du changement climatique, de l'eau, de la biodiversité. Enfin, vous l'avez dit, tout ça est très lié et très systémique. Et donc, effectivement, il y a ce besoin de changer. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les 30 prochaines années, pour ne parler que des 30 prochaines années, seront complètement différentes des 30 dernières. Voilà. Et on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé pour imaginer le futur. On doit imaginer un futur différent. Alors, désirable, parce que si ce n'est pas désirable, on ne va pas y aller. On ne va pas avoir envie d'y aller. Et donc, on doit construire collectivement, je rejoins ce que vous avez dit, c'est un travail collectif pour imaginer un futur désirable. Ça veut dire une nouvelle façon de vivre, hein, c'est ça? C'est changer? Oui, on a alors je vais parler, moi c'est l'environnement, donc on a une empreinte environnementale absolument catastrophique, voilà, on le voit bien aujourd'hui, il faut qu'on change, et on voit bien que ça va nous obliger à changer fondamentalement. Tout à l'heure, Jean-Dominique Sénard a parlé à juste titre des problèmes d'approvisionnement en lithium, par exemple. Voilà, ou des problèmes de consommation d'électricité par les véhicules électriques. Mais on peut aussi essayer d'avoir moins de véhicules en circulation. Voilà, de fait, si vous mettez 2 fois moins de véhicules en circulation d'ici 2050, grosso modo, on aura besoin de 2 fois moins d'électricité. Et si les voitures sont moins lourdes, on aura aussi besoin de moins d'électricité. Donc là aussi, dans le travail de prospective que l'on a fait, on montre bien, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, oui. On montre bien que, en fait, en faisant des choix de société, alors soit par de l'efficacité technique, hein, qui est là, soit par de la sobriété, c'est-à-dire des changements de comportement, on n'est pas obligé de consommer plus d'énergie qu'on en consomme aujourd'hui. Je parle bien des énergies. Hein, voilà, il y a l'électricité. Juste un chiffre, l'électricité aujourd'hui, c'est 27% des énergies que l'on consomme. Hein. Donc les 3/4, c'est plutôt du gaz, du pétrole, du fossile, du charbon. Et du fossile. Pardon de vous couper, Jean-Louis. On va voir après les 4 scénarios, les 4 chemins que vous nous proposez. Ça a des conséquences, on le voit, qui sont évidemment économiques, sociales, sociétales. On l'évoquait ensemble. Ça va des assureurs aux réassureurs. Enfin, il y a toute une chaîne de valeur. L'immobilier, l'impact est considérable. Hein. Ouais, l'impact sur l'environnement que nous avons est considérable. Alors, si on parle du changement climatique, et hier, je discutais justement avec des gens de Colonna, on commence à avoir des problèmes, effectivement, des questionnements d'assurance à 2 niveaux. D'abord, les montants. Je lisais dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, là, qui est sorti il y a 3 jours,
que en fait, le problème du retrait-gonflement des argiles lié à la sécheresse de l'année dernière, ça a été évalué par les assureurs à 2,9 milliards. Et ce n'est que la partie retrait-gonflement. À partir du moment où vous allez avoir des bâtiments qui vont être sur des zones qui risquent d'être inondées ou dans des zones qui risquent d'être affectées par des tempêtes, etc., des bâtiments, les infrastructures, on l'a vu il y a 3 ans, 4 ans, dans une vallée des Alpes, voilà, toutes les infrastructures, qu'elles soient publiques ou privées, qui sont mises à terre, et c'est des milliards d'euros à dépenser pour les reconstruire. Et les assureurs sont évidemment en première ligne, et notamment les actuaires, c'est-à-dire ceux qui font les calculs de risque. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus justement se baser sur la météo des 30 ou 40 dernières années, ce qu'ils faisaient en général pour les calculs de risque liés à la météo. Ils ne peuvent plus, et il faut donc aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, de l'inconnu, qu'ils doivent travailler. Voilà, et il faut faire des hypothèses. On voit si ça marche ou pas. Ils devront rectifier en chemin. Ça va être un long travail, mais un travail qu'on a fait aussi avant d'arriver à la situation d'aujourd'hui. Alors, passionnant ce travail. Je vais demander à nos amis en régie de montrer peut-être la slide, si nous l'avons, des 4 façons, Jean-Louis, d'accompagner cette bascule. C'est ce travail de prospective à 2050. Et après, je vais demander à nos amis de réagir. On va le faire brièvement et puis on y reviendra après. Donc juste pour le contexte, donc la France a signé l'accord de Paris, c'est-à-dire d'arriver à la neutralité carbone au niveau planétaire à 2050. On regarde cette neutralité carbone au niveau du pays. Alors ça n'a pas de sens au niveau d'une collectivité ou d'une entreprise, je le dis de suite, mais ça a du sens au niveau d'un pays. Et donc on prend cet objectif-là, et à partir de grands archétypes de scénarios du GIEC qui ont été publiés en 2018, je vous passe tous les détails, on a imaginé ces scénarios-là pour la France. Donc ils arrivent tous à la neutralité carbone, c'est-à-dire que j'arrive à absorber autant de CO2 que j'émets de gaz à effet de serre, soit par des puits naturels, c'est les sols, les forêts, les océans, soit avec des technologies, alors soit qui existent aujourd'hui, le captage de CO2 à la sortie des cheminées par exemple, ou qui sont en mode recherche aujourd'hui, et c'est du captage de CO2 dans l'air, voilà, qui est une technologie sur laquelle on fait un pari, d'où le nom du scénario 4. Et donc, en fait, on a voulu regarder ce que ça faisait de prendre 4 chemins différents. 4 modèles de société, quelque part. Et alors, voilà, alors, il y a l'aspect technique, on a regardé évidemment la demande en énergie et comment on produit cette énergie, voilà, ça c'est la partie modélisation technique. Mais en fait, on a dessiné 4 sociétés très différentes, pour pouvoir finalement parler à tout le monde, à vous qui n'êtes pas forcément des spécialistes du sujet énergétique. Donc je ne vais pas vous parler de térawattheure, mais je peux vous parler de la façon dont on se déplace, dont on habite, dont on mange dans chacun des scénarios. Et ici, en fait, vous avez pour chacun des scénarios 7 mots un petit peu clés qui résument, selon nous, un petit peu, qui donnent une idée un peu pointilliste, mais assez juste de ce qu'est chacun des scénarios. Et on voit, il y a pas un côté manichéen, mais enfin, il y a deux sociétés qui sont plutôt frugales, et puis des autres qui sont plutôt gloutonnes, Jean-Louis, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais. En fait, on essaie de doser, entre guillemets, entre la sobriété, c'est-à-dire l'évolution des comportements, qu'ils soient individuels ou collectifs, qu'ils soient en production ou en consommation, ce n'est pas uniquement individuel. Donc du comportement, la sobriété, et puis de l'efficacité. Et donc, effectivement, dans le premier, on a une réduction très forte de consommation de biens et de services dès les premières années, parce qu'il y a des réglementations, des incitations qui font que. Voilà, c'est assez radical. À l'inverse, le quatrième, il n'y a aucune contrainte. Par contre, c'est le scénario un peu la technologie va nous sauver. Ok, alors regardons ce que ça fait si la technologie nous sauve. Et puis, il y a les intermédiaires, le 2 qui est le 1, qui arrive à peu près au même niveau énergétique que le 1, mais beaucoup plus progressif, et avec une éducation, j'allais dire, de la population à ces enjeux et donc aux enjeux de consommation. Et le 3, on va dire que c'est la société d'aujourd'hui, mais on atteint la neutralité carbone, parce que dans le scénario tendanciel que vous n'avez pas là, on n'atteint pas du tout la neutralité carbone. Voilà, donc il y a des façons de vivre très différentes. Et pour revenir au propos que je disais tout à l'heure, même dans le scénario 4, qui est le plus consommateur d'énergie, on n'atteint pas la consommation d'énergie en 2015. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des sociétés qui évoluent. Alors elles évoluent différemment, mais elles évoluent, elles progressent.
mais en consommant moins d'énergie. Et on a fait, dans ce travail-là, pour terminer sur la présentation, on a regardé tout un tas de conséquences, notamment des conséquences macroéconomiques. On a fait tout un travail, voilà, on regardait l'évolution du PIB, de la dette, des emplois, etc. On a un modèle pour ça. Il n'y a aucun scénario décroissant sur les 30 ans, même le 1, voilà. Donc ils progressent tous. On a regardé également les impacts en termes d'organisation et d'emploi pour certaines filières les plus touchées, donc notamment les protéines, gaz et carburants liquides, la logistique du dernier kilomètre et la construction neuve, parce que, juste pour vous donner 2 chiffres, dans le scénario 1, on construit 6 fois moins de logements neufs qu'aujourd'hui, mais parce que, d'une part, on fait de la réhabilitation énergétique des bâtiments existants, et deuxièmement, on réinvestit les bâtiments vides. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de mètres carrés de bâtiments vides dans nos villes et dans nos campagnes aussi. Ouais. Et donc, plutôt que d'aller construire on réhabilite. On réhabilite. On va y revenir. Je salue Sylvie Valadorance, l'ancienne patronne de la Fédération de l'industrie du béton, qui sait bien, avec toutes ces industries, comment on aborde ces sujets. On est conscient de cette bascule. On est conscient qu'on ne peut plus reculer, Nicolas Arnaud. On parlait d'innovation qui vont nous aider à nous en sortir collectivement. Hein. On est bien dans cette route-là. Oui, si je reprends ces 4 scénarios, finalement, ils m'évoquent 3 réflexions. Le premier, c'est que finalement, ces scénarios ne sont absolument pas exclusifs les uns des autres, et il y a même sans doute une temporalité. Dans le sens où on voit qu'il y a des effets de seuil. C'est-à-dire, par exemple, là, en gros, le monde est sur une trajectoire qui ne respectera pas le 1,5 degré. On va être un peu au-dessus. On est déjà presque à 1,9 en France parce que l'effet sur les continents est plus important, physiquement. Et en fait, il y a un effet de seuil très clair qu'on voit au-delà de 2 degrés d'augmentation moyenne de la température sur le globe. Un certain nombre de choses vont se mettre à dériver. Par exemple, ce qu'on appelle les puits de carbone, ce qui vous permet naturellement de prendre du carbone, les océans, les forêts, etc. Ça va marcher beaucoup moins bien. Et donc, il y a des effets de seuil qui font que la frugalité, c'est maintenant tout de suite. Parce que sinon, même la neutralité carbone ne nous permettra pas de corriger la trajectoire. Donc, il y a un premier élément où, collectivement, la première réaction, ça doit être quand même une réaction de frugalité. La deuxième chose, et je reviens sur ce que vous disiez juste à l'instant, dans une certaine mesure, effectivement, la technologie va nous aider, elle ne va pas nous sauver. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être seule. Et par exemple, nous devons aussi avoir une approche systémique. Tout à l'heure, on parlait de la question du lithium et des batteries électriques. En fait, la décarbonation de l'industrie, c'est très largement une métallisation de la société. En fait, tout ce dont vous avez besoin pour faire des batteries, faire des véhicules électriques, même des véhicules à hydrogène, capter du CO2, vous avez besoin de métal pour ça. Et donc, attention de ne pas échanger un monde carboné pour un monde complètement métallisé. Parce qu'on va avoir les mêmes problèmes dans 50 ans. Et on aura d'autres problèmes parce qu'on n'aura plus suffisamment de métal. Donc, ayons cette honnêteté de reconnaître qu'effectivement, il y aura des solutions technologiques, qu'elles nous engagent sur une voie de métallisation plus forte de la société, et essayons de ne pas faire les erreurs qu'on a fait il y a 150 ans, quand on a carboné massivement la société, ne la métallisons pas massivement. Ceci étant, effectivement, je pense que nous pouvons transformer cette contrainte qui s'impose à nous, la nécessité de basculer pour faire de l'innovation technologique, de l'innovation sociale, de l'innovation politique. Ça me semble absolument essentiel. Donc ça veut dire, et je regarde Muriel Pénicaud en même temps, gisement de productivité et d'emploi aussi. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de ces innovations, à la fois sociales et donc un meilleur bien-être dans nos sociétés, parce que je pense que majoritairement, on ne peut pas dire qu'on soit forcément très bien dans nos sociétés actuelles quand même, et également l'ensemble de ces innovations technologiques sont des ressources de productivité, de richesse et d'emploi formidables. Et donc, on doit absolument changer notre logiciel économique de façon générale en se disant que ce n'est pas qu'une contrainte et qu'on essaye de résister dans notre modèle actuel, mais que le passage dans un nouveau modèle va nous permettre d'être justement, d'avoir de nouvelles types de richesses. Et on va voir comment il faut un peu pousser le politique. Hein. On en parlera tout à l'heure avec vous, Nicolas Arnaud. Isabelle Juppé, par rapport à ces 4 scénarios, par rapport à votre expérience, je voudrais qu'on revienne sur l'expérience que vous avez eue en tant que patronne de ces sujets chez Lagardère, où ce n'était pas forcément, dans un groupe que connaît bien notre ami Jean-Michel, que je connais bien, ce n'était pas forcément une évidence d'aborder ces sujets-là. Non, ce n'était pas forcément une évidence parce que c'était un groupe ni
sur le devant de la scène pour des raisons négatives, parce que producteur d'énergie fossile, ni forcément engagé dans la fabrication de panneaux solaires, pour caricaturer un peu les choses. Donc c'est vrai que, mais comme beaucoup d'entreprises, les choses ont pris du temps, et c'est vrai que moi quand j'ai commencé, j'ai un peu créé... C'était en 2009, la direction de développement durable que vous avez créée ? Oui, j'ai créé cette direction, et je suis passée, comment dire, d'un regard bienveillant sur quelque chose qui n'était pas considéré comme l'essentiel, à effectivement, au fur et à mesure, et avec une formidable accélération, il faut bien le dire, ces dernières années, un élément qui est totalement stratégique aujourd'hui. Et surtout pour toujours remettre l'humain au cœur de tous nos sujets, parce que je pense que c'est ça la clé, avec un partage de cette conscience de l'importance du sujet par toutes les fonctions de l'entreprise. Et notamment, alors peut-être que ça a été les derniers qui y sont venus, mais qui sont maintenant complètement impliqués, c'est évidemment toute la dimension financière aussi. Et c'est vrai que cette pédagogie, moi j'allais dire ce que je retiens, c'est que cet effort de pédagogie et de partage d'informations parmi toutes les fonctions de l'entreprise, et avec à la fois des décisions stratégiques, comme évidemment sur le plan climatique, de faire des bilans, de tracer des trajectoires et de lancer des plans d'action, de faire une analyse de risque climatique, etc., physique, de transition, etc., qui sont des incontournables aujourd'hui que doivent faire les entreprises, se sont associés à des choses très, très, très simples, et qui ont embarqué un peu tous les salariés en essayant de créer une académie de la RSE, par exemple, pour essayer d'embarquer un petit peu tous les collaborateurs. Oui, parce que c'était pas évident dans un groupe décentralisé en plus. Hein. Oui, bien sûr. Mais au-delà de cette entreprise en particulier, je pense que ce qui est intéressant en voyant justement à la fois ces 4... propositions de scénarii, et puis toutes vos analyses très évidemment extrêmement intéressantes du CNRS, c'est de se rendre compte que l'information, je pense, est clé, qu'on ne va pas pouvoir plaquer un schéma pour tout le monde. Chacun aura sa façon d'analyser les choses et de puiser ce qui est faisable, parce qu'il faut pas oublier que le plus important, c'est effectivement le fait de rendre les choses extrêmement faisables, de manière palpable. Et entre moi je pense que on va devoir puiser, bien sûr, du côté de la frugalité, ou appelons-la peut-être la sobriété, qui fait peut-être un peu moins peur que la frugalité, qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui, parce qu'effectivement, tout ça va très très vite. Et donc, quand on parle d'un horizon 2030, par exemple, pour beaucoup d'entreprises, en termes de réduction, de trajectoire de réduction, 2030, c'est dans 7 ans. Donc, c'est très très vite. 2050, c'est 27 ans. 27 ans, c'est pas très très loin non plus. Donc, bien sûr, la sobriété, il va falloir effectivement peut-être rouler dans moins de voitures avant de penser à des voitures plus économes, mais aussi, bien sûr, d'un côté, la sobriété, mais de l'autre, la confiance en la technologie, en l'innovation. Ça ne veut pas dire être technophile, aveugle, et comme le sont certains. Il y en a certains qui ne font confiance qu'à la technologie en disant « ne nous inquiétez pas, ça va nous sauver ». Vous le disiez, faire confiance à l'humain, c'est ce qui vous meut, c'est ce qui vous anime, vous nous le disiez. Quelques clés pour nos amis de ce que vous avez mis en place chez Lagardère. Vous commenciez à l'évoquer, notion de communauté, trouver des relais, des choses palpables, l'Académie de la RSE, et puis mesurer aussi cette appétence, on le disait, un facteur d'attractivité, de rétention au début de nos échanges. Je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait tout au long de la chaîne, je pense par exemple à une de nos grosse filiale qui achète livres, qui pour moi qui est assez remarquable sur cette appréhension depuis des années, là, je dois dire, du sujet. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un collaborateur du groupe Hachette Livres qui ne soit pas engagé soit dans l'éco-conception, parce que ça a été ces derniers mois, ces dernières années, c'est un petit peu le nouveau challenge avec une semaine de l'éco-conception. Oui, parce que qui dit Hachette Livres dit papier. Hein. Bien sûr. Mais avant, on ne parlait... au début, il n'y avait que le papier, que l'approvisionnement en papier issu de forêts gérées durablement, qui reste... Mais aujourd'hui, ils sont à 99%. Donc, il faut maintenir cette excellence, ce qui n'est pas évident, et ce qui, ces dernières années, notamment là, avec l'inflation et le coût du papier, a été une vraie performance. Mais bon...
Le papier, c'est évidemment quelque chose, un élément clé. Mais il y a aussi le plastique, parce que dans les livres, il y a aussi des coffrets. Donc il y a aussi du plastique dans les livres. Il y a aussi évidemment dans les entrepôts du plastique, etc. Donc de mettre en place une stratégie bas plastique avec des objectifs de réduction d'ici 2025, c'est aussi quelque chose de concret, mais qui embarque, et ça c'est nouveau, qui embarque vraiment l'ensemble des collaborateurs en les faisant participer à des concours, à des semaines de l'éco-conception, et donc ou à l'académie que j'avais mis en place. C'est vrai que cette notion très pragmatique, en fait, de dire chaque salarié est acteur de la transformation de l'entreprise. Co-contributeur, hein, quelque part. Co-contributeur, mais ça c'est vraiment important. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer des jeunes talents, c'est comme ça que vous allez garder les moins jeunes, ou même les jeunes au bout de 3-4 ans, alors qu'il y a quand même une mobilité de plus en plus forte. Et donc ça c'est ce dont je pense, ce que je retiens de plus positif et de plus contributif à cette grande transformation. Et on le voit en plus dans un groupe de médias éducatifs, hein, qui se doit quelque part de donner l'exemple aussi. Hein, oui. Donc on est vraiment dans ces enjeux-là. Nicolas Arnaud, réaction à ce que vient de dire Isabelle Juppé, et puis on commençait à en parler. Il faut pousser un peu le politique, il y a quelques atermoiements, et puis ça se joue aussi dans les territoires. Oula, oui, vaste question. Deux questions finalement très liées. Je pense que ce qu'on voit bien là, c'est que nous avons besoin de l'ensemble des forces vives, de ce que j'appelais les forces vives, pour influencer le politique. La recherche publique peut avoir son sens, et je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'elle doit être mieux écoutée pour ce qu'elle apporte d'objectivité et d'état des lieux, mais c'est bien l'ensemble de tous les corps constitués de la nation, et je pense notamment quand même beaucoup aux entreprises qui font le tissu et qui font le PIB de la France. C'est aussi d'eux que doit venir la prise de conscience du politique. Le dernier élément que vous citiez me semble extrêmement important. En fait, la caractéristique du changement climatique, de ce qui nous arrive, c'est qu'il est différent de territoire en territoire. Et donc les solutions que nous pourrons mettre en œuvre, et vous le disiez à l'instant, chacun de nous dans sa sphère a des solutions différentes, et les solutions à l'échelle de chaque territoire seront différentes. Donc en fait, l'effet du changement climatique, son impact, mais aussi l'adaptation que nous pouvons mettre est fondamentalement à l'échelle des territoires. Alors, à l'échelle des politiques des territoires, bien évidemment, mais à l'échelle de l'ancrage, là aussi, des entreprises dans leur environnement territorial. Et c'est à cette échelle-là qu'on trouvera les solutions. Je reviens vers vous, Jean Le Berger, par rapport à ce que disait à l'instant Nicolas Arnaud sur les territoires. Vous avez croisé Isabelle Juppé, d'ailleurs, quand vous dirigiez pour l'ADEME la région Aquitaine, pilote sur les sujets de recyclage. C'est pas évident parce qu'on le voit, le film pouvait être perçu tout à l'heure comme anxiogène. Et il faut qu'on aille quand même vers quelque chose de positif, opportunité, création de valeur, développement humain. Isabelle Juppé le disait, c'est facteur d'embarquement des collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut envisager cette bascule sans être dans les injonctions, les interdictions, les punitions, les restrictions Ça fait beaucoup de rimes en ion. Alors, ce que je disais, il faut qu'on arrive à dessiner, et lorsqu'on travaille dans l'environnement, et l'ADEME n'est pas encore tout à fait au point là-dessus, il n'y a pas que nous qui y travaillons, mais finalement de dessiner des choses qui sont positives. Et encore une fois, on ne pourra aller vers un certain futur que s'il est désirable globalement pour la société. Et effectivement, on a plutôt des visions un peu négatives. Alors moi, sur ma bio Twitter, j'ai mis une citation de Michel Serres il a dit ça à une des dernières interventions télévisées qu'il a fait à la Grande Librairie, et il disait « Je pratique un optimisme de combat ». Et je crois qu'il faut faire ça. Je pense que tous ceux qui travaillent dans l'environnement, si on n'a pas cette envie de faire bouger les choses, il faut qu'on fasse autre chose. Faut arrêter, quoi. Oui, il faut se dire que, alors on sait tous, le changement c'est compliqué. Voilà, que ce soit à titre individuel, à titre collectif, c'est très compliqué. Et là, c'est d'autant plus compliqué qu'il doit être collectif, mais très collectif, c'est-à-dire c'est toute la planète. Et c'est des changements radicaux par rapport à ce qu'on a connu. Et finalement, on peut définir un but. On peut, les uns et les autres, essayer de définir un but
On sait que le chemin il va être compliqué, il va y avoir des hauts, des bas, ça va aller dans tous les sens. Le chemin n'est pas linéaire. Si on n'accepte pas ça, ça va être compliqué d'y aller. Et puis, en fait, c'est un peu ce que, dans les propos de Jean-Dominique Sénard, en fait, il faut le faire ensemble. Voilà, il ne faut pas être les uns contre les autres. Il faut y aller ensemble. Voilà, alors on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais si finalement, collectivement, on se dit, bon, il faut quand même qu'on y aille, ben, il faut que tout le monde se mette autour de la table et chacun prend sa responsabilité. On a parlé des territoires, il y a les politiques au niveau national, il y a les entreprises, il y a les individus. Voilà, chacun doit prendre sa part. Et je rebondis encore sur les propos de Jean-Dominique Sénard. Il ne s'agit pas de dire « mais il faut que l'autre commence » ou il ne s'agit pas de mettre au banc de la société un jour l'automobile, un jour les agriculteurs, un jour les industriels, etc. En fait, on est tous dans le même bateau et tous les secteurs doivent évoluer. Ce qu'on montre dans nos scénarios, c'est qu'en fait, tous les secteurs évoluent. Vous l'avez dit, c'est systémique et qu'effectivement, la réalité ne sera pas un des 4 secteurs. Par contre, si on pique, je ne sais pas, l'agriculture du 1, le bâtiment du 2, l'industrie du 3 et la mobilité du 4, quand vous allez additionner, vous n'arriverez pas à la neutralité carbone. Voilà, parce que tout se tient. Donc il va falloir faire un 5e scénario et vous allez voir vous dire, ben, finalement, qu'est-ce que je diminue dans la demande, qu'est-ce que je modifie dans l'offre. C'est intéressant, voilà. On va pouvoir modéliser. Et c'est important, enfin, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas un secteur qui doit faire plus que les autres. Chacun doit faire sa part. C'est collectif. Voilà, c'est collectif. Moi, je voudrais, et après je vais laisser la parole pour conclure aussi à Isabelle Juppé et Nicolas Arnaud, puisqu'on est à Avignon, vous développez des choses qui permettent, Jean-Louis, avec vos équipes, à l'ADEME, de cultiver et d'enrichir l'imaginaire, avec le spectacle vivant en particulier. Vous faites plein de choses qui ne sont pas sues. Il faut mieux communiquer encore, quand même. Hein. Mais on est là pour mettre tout ça en avant. On a, alors je vous disais, on a, et c'était à la demande de notre président de l'époque, Arnaud Leroy, développé une communication, on va dire, grand public, pour vraiment toucher tout le monde et pas simplement nos interlocuteurs professionnels habituels. Et effectivement, avec l'aide de notre chef du service communication, Valérie Martin, qui est très impliquée dans la communication responsable, qui est co-autrice d'ailleurs d'un livre sur la communication responsable, et très investie dans le milieu culturel. On a investi les milieux culturels. Donc moi, j'ai fait des conférences devant des scénaristes de films, de séries, de romans, etc., pour les acculturer un petit peu sur ces sujets, sur la sobriété. Voilà, j'ai fait effectivement les journées d'une structure qui s'appelle Art Viva, qui réunit l'ensemble des arts vivants, donc spectacles de danse, de musique, de théâtre, etc. En septembre, je reviens dans la région, à Nîmes, mais pour une structure qui rassemble les acteurs de la musique. Voilà, on a investi un certain nombre de festivals divers et variés parce que dans ces transformations-là, il faut changer les imaginaires, il faut sortir effectivement de la propriété. On peut avoir, surtout quand on vit en métropole, on n'est pas obligé d'avoir une voiture à soi, on peut être abonné à un service d'autopartage ou de vélo-partage. On peut partager aussi des objets. On peut sortir aussi de la maison individuelle avec 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés de pelouse à tondre tous les week-ends. Et voilà. Et dans les déplacements, on peut aussi se déplacer à vélo, à pied. Juste un chiffre pour vous dire quand même. L'INSEE a sorti une enquête récemment. 56% des trajets domicile-travail, je parle bien domicile-travail, de moins de 2 km, les gens les font en voiture. 2 km. Voilà, voilà. Rien que ça. Et donc en fait, pour les changements, si on commence par sortir finalement de ces gaspillages, de ces choses qui ne vont pas changer grand-chose, on commence à rentrer dans une logique de réflexion sur « Ah ben oui, finalement, je peux faire autrement. Si je passe devant un magasin qui a un t-shirt qui me plaît, si je réfléchis, je dis « Mais j'ai 15 t-shirts, j'en ai 5 que je n'ai pas mis depuis 2 ou 3 ans. À quoi ça sert d'en acheter un 6e ?» Vous avez vu comme il nous fait passer les messages. Voilà. Et donc, non, mais c'est en fait, c'est important de voir que c'est pas qu'il y a des grosses transformations profondes et pendant 2 jours, on en parle et c'est long. Et Jean-Dominique Sénard l'a dit, ça prend plusieurs années. Il y a des choses à titre individuel ou à titre d'une entreprise d'ailleurs. Il y a des choses qui sont très simples à faire. Je fais la chasse aux fuites à l'air comprimé, par exemple, dans mon entreprise. C'est très simple à faire. Voilà, les choses sont dites. On peut applaudir pour sa pugnacité et sa capacité à faire passer les messages. Jean-Louis Berger. Nicolas Arnaud, pour conclure, on y va collectivement.
Et Jean Le Berger le disait aussi d'une certaine manière, on ne tombe pas dans l'anxiogène, hein, parce qu'autrement c'est foutu, on n'embarquera personne. Hein. Oui, alors je ne reprendrai pas la notion d'optimisme de combat, mais elle est très bonne, hein, et je la fais mienne effectivement. Je pense que cette notion de conscience, elle est importante. Nous ferions injure à l'avenir et quelque part à la souveraineté de la France et de l'Europe que de ne pas comprendre que nous devons changer, et il n'y a pas de petits gestes. Hein. Se dire qu'on ne fait pas le petit geste parce que ça a peu d'impact, c'est vraiment la première erreur à ne pas commettre. Après, je terminerai, et je prends le risque d'une métaphore. Tout à l'heure, on disait que la bascule, c'était l'objet qui maintenait l'équilibre. La bascule, c'est aussi le moment où, en fait, vous êtes en déséquilibre. Hein, quand on bascule, on est en déséquilibre. Mais la marche est un déséquilibre permanent. Or, nous savons tous marcher. Donc, usons de ces bascules, usons de ces déséquilibres pour nous mettre en marche tous maintenant. C'est dit. On est en train de marcher vers des futurs qui seront plus désirables, si nous le voulons. Isabelle Juppé, pour conclure, on était dans une bienveillance polie. Là, il faut y aller, stratégie, et les entreprises qui sont représentées ici, évidemment, ont leur rôle à jouer. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce que je trouve très intéressant, et qui est peut-être aussi un mot un peu qui réunit un peu tout ça, c'est vraiment le concept de transition. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est effectivement comment chacun, donc soit individuellement, soit au niveau des entreprises, comment on va construire cette transition à partir de là où on est. Donc peut-être qu'on est déjà extrêmement avancé. Et il y a un certain nombre de pionniers. Je trouve ça très intéressant d'avoir quelqu'un comme vous qui est extrêmement passionné. Mais il y a aussi des collectifs d'entreprises qui sont un peu pionnières. Je pense notamment à la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, qui a fait un travail absolument incroyable depuis 2 ans, et là qui va lancer son institut de formation à tous ces sujets pour former des dizaines de milliers de managers. J'ai d'ailleurs vu aussi que le gouvernement lui-même va essayer de former ses fonctionnaires. Donc je pense qu'il faut que chacun à son niveau, et que la formation est absolument clé. Et puis simplement, moi je voulais aussi, alors c'est pas que ça contredit, mais c'est un petit bémol par rapport à la vision un peu pessimiste de l'Europe. Je pense qu'au contraire, moi je crois en l'Europe, et je pense qu'il faut et bon, l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle étape avec un nouveau Parlement européen, mais je pense que l'Europe il est déjà, enfin, c'est l'institution qui est la plus engagée sur ces sujets. Alors parfois, et à juste titre, on est un peu énervé par les tonnes de normes, et qui parfois sont effectivement conçues un peu loin de la réalité. Et c'est vrai, ce que disait Jean-Dominique Senard tout à l'heure est vrai, c'est qu'il y a certains cerveaux technocratiques européens qui n'ont pas forcément les pieds sur terre. Donc c'est vrai, mais au total, l'Europe montre quand même la voie. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'en saisir. Donc, il faut que les entreprises se saisissent de ces nouvelles obligations pour le faire de façon positive et désirable. Il faut effectivement inventer, alors c'est très à la mode aussi, on parle de nouveaux imaginaires, mais c'est vrai qu'il faut faire rêver les citoyens avec de nouveaux concepts. Et d'ailleurs, la publicité a un rôle absolument majeur aussi. Plus d'interdiction, mais de l'inspiration. Donc voilà, et croyons en l'Europe, et que l'on soit lucide, optimiste ou optimiste lucide, en tout cas, il faut se saisir de ce sujet comme étant l'essentiel des années à venir. Isabelle Juppé, Jean-Louis Berger, Nicolas Arnaud, merci beaucoup à vous trois. Merci de votre contribution. Est-ce qu'on a peut-être une question dans l'assistance? On a beaucoup de questions. Alors, Karine, alors après, vous pourrez évidemment, puisque nos amis vont rester pendant le déjeuner, échanger avec eux, parce qu'on a un timing très serré. Karine, on a des questions de ce côté-ci. On va en prendre... Sophie, voilà, allez, on prend 2 questions, et puis ensuite, évidemment, et c'est le principe de DPA, vous pouvez échanger en proximité. Bonjour, Sophie Moreau, Foll'Enfant, membre du directoire de RTE, Réseau de transport d'électricité. Je rebondis tout à fait sur le besoin d'engagement sur des gestes du quotidien. Néanmoins, comme vous le disiez, Monsieur Arnaud, il va falloir passer à une étape beaucoup plus impliquante. Or, nous avons sorti il y a quelques jours le plus gros sondage, enfin le plus gros panel de 13 000 Français avec l'Ipsos, qui témoigne que si les Français ont globalement basculé sur le fait qu'il n'y a pas de sujet dans le constat de
l'accélération du changement climatique et la nécessité d'avoir des gestes. Les enjeux majeurs, eux, ils témoignent clairement qu'ils ne sont pas, ils sont totalement averses, pour le moment, mais totalement averses aux transformations telles que moins de véhicules, telles que un habitat plus dense, parce que le modèle reste le véhicule comme élément de liberté, véhicule individuel, facteur de liberté individuelle, et habitat, maison individuelle, et de plus en plus loin, donc davantage de véhicules. Et autre élément, le facteur essentiel est le pouvoir d'achat. Réaction par rapport à ce que dit Sophie, rapidement. Qui veut réagir? Nicolas Arnaud? Alors, je sors de ma zone et de confort et de compétence. Donc, c'est plus une réaction personnelle. En fait, ces sondages sont intéressants, mais si vous demandez à quelqu'un s'il a envie de sortir de sa zone de confort, il vous répondra toujours non, par définition. Je crois que alors, deux choses. D'abord, je crois que les petits gestes sont importants parce que c'est un switch mental. Et donc, dans ces petits gestes, même si... Ce que disait Jean-Louis. Voilà, même si cumulé, d'ailleurs, ça peut aussi avoir un effet, hein, ne négligeons pas ça, mais je pense que la bascule mentale est importante. Je crois aussi que les jeunes générations sont très importantes. Nos enfants, nos petits-enfants nous botteront les fesses. D'abord, ils nous sanctionneront pour ne pas avoir pris les bonnes décisions, mais surtout, je pense que chacun d'entre nous qui est parent sait combien nos enfants sont incisifs pour nous demander de basculer dans des modes de vie différents. Ensuite, je crois que il y a de la pédagogie, il y a de la pédagogie au niveau de l'État, et vous citiez la formation. Hein, on commence cette année, le CNRS est directement acteur, puisque nous mettons en œuvre la formation de 25 000 fonctionnaires par an au niveau des préfectures, etc. Et c'est extrêmement important, parce que la pédagogie doit venir de partout. Elle doit venir de l'État, et elle doit venir des entreprises, des salariés responsables. Et il y a là un rôle extrêmement important, parce qu'on passe beaucoup de temps à son travail, donc beaucoup de temps dans un collectif de travail, où on doit aussi avoir de la pédagogie. Et puis, on peut aussi transformer son mode de vie. Par exemple, oui, la voiture est indépendante parce que c'est un élément d'indépendance, mais c'est aussi un élément qui vous permet d'aller faire les courses, parce qu'on a tous essayé d'aller au grand supermarché qui est à la sortie de la ville en se tapant 4 km à pied sur des voies rapides sans trottoir, ou attendre le bus 25 minutes avec ses cabas de 50 kg, etc. Donc nous devons aussi offrir à l'ensemble de nos concitoyens des outils de simplification de la vie qui leur permettent de garder un confort de vie tout en changeant leurs habitudes. Et ça vient aussi de la façon dont les entreprises, par exemple, peuvent proposer du covoiturage, de l'achat de vélos, tout ce genre de choses. Donc je crois que tous ces gestes sont importants, mais je n'en entendais pas moins qu'une enquête nationale demandant aux gens s'ils ont envie de sortir de leur zone de confort, ils répondent non. Ça me paraît logique. Merci Nicolas Arnaud. Dernière question, et après, encore une fois, hein, ce n'est pas des promesses en l'air, vous pourrez poser des questions en toute proximité. Bonjour, Laurence de Villers, moi je suis aussi CNRS et je vais intervenir demain sur l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour cette invitation également. Je vais aller très brièvement à ma question. Je travaille également sur les normes au JTC 21 Seine-Sénélec sur l'Europe pour accompagner la loi, le AI Act. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a personne. Je suis avec des gens qui sont experts. Derrière eux, il y a Microsoft, Huawei. On va faire des normes en Europe qui seront faites par les Américains et les Chinois. Le monde industriel n'a pas compris que les normes étaient importantes. Ils sont à rabâcher qu'il y en a trop. Alors, on ne sait pas pour en faire trop. Je suis responsable d'un groupe qui est Foundational and Societal Aspect of AI, Green AI. Il n'y a personne, c'est les Anglais qui le font. Il y a de confiance. Il y avait 2 Français, ils se sont barrés. Maintenant, ça va être d'autres qui prennent la place. Donc, je crois qu'il y a une mécompréhension. Nous devons avancer sur une loi européenne, vous avez tout à fait raison, mais également des normes qui accompagnent l'effort de guerre de l'économie et l'éthique pour en parler à tous. Merci. Jean-Louis. Isabelle, peut-être? Oui, enfin, c'est un vrai problème, notamment très français, court, hein, où effectivement on investit peu le niveau européen déjà. Je pense qu'on n'a malheureusement pas pris conscience de l'importance du niveau européen, enfin globalement, hein, voilà. Et au niveau des normes, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait au niveau international, où effectivement, en fait, il faut faire des choses pour arriver et proposer des documents pour faire des normes derrière. Donc effectivement, il y a un vrai souci, mais de mentalité. Alors là aussi, ça va être sans doute un peu long à changer, d'autant que ça fait quand même 30 ans qu'on fait ce constat-là. Mais donc voilà. Et je vais juste rebondir sur les propos, dire que effectivement,
enfin, ça nécessite qu'on change les imaginaires, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est clair, et que ces imaginaires-là, ben, il faut aussi non seulement prendre le temps, mais se dire qu'on investit les jeunes générations. Enfin, moi, j'ai grandi dans les années 60 et l'an 2000, c'était les fusées, les machins, etc. À titre de gamin, ça me faisait rêver. Voilà. Et comment je fais rêver des gamins aujourd'hui d'une société qui n'est pas du tout celle-là? Et les transformations, on a réussi à les faire dans le passé, où on a été obligé quelquefois de les faire. Pourquoi on ne serait pas capable de les faire aujourd'hui? Isabelle Juppé. Non, deux choses, Laurence, très rapidement. D'abord, vous avez raison sur la souveraineté, que ça soit sur le plan de l'intelligence artificielle, ou je pense moi à tout ce qui se passe en termes de réflexion sur les normes de reporting extra-financier. Il faut que l'Europe, qui est challengée par les États-Unis, soit effectivement maintienne sa souveraineté. C'est absolument capital. Deuxième chose, c'est vrai que je partage votre regret, pour être soft. Oui, enfin voilà, votre colère, et donc je vous donnerai éventuellement un nom de quelqu'un d'une entreprise à embarquer avec vous, parce que c'est pas possible. Effectivement, on peut pas d'un côté se plaindre de ne pas être écouté, de ne pas avoir la parole, et puis de l'autre rester sur le bord de la route. Il y a quelqu'un qui était dans le groupe Lagardère qui est décédé, je ne me rappelle plus son nom, mais il a eu cette phrase qui est symptomatique: si vous n'êtes pas à la table des négociations, on vous mettra au menu. Ça veut tout dire. Merci beaucoup Isabelle Juppé, Nicolas Arnaud et Jean-Louis Verger.